In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec moi, un fidèle, un habitué de Microciné pour la troisième fois. Noël Herpe revient, cette fois-ci, une actualité importante, un livre, pas n'importe lequel. On va en parler dans quelques secondes. Le livre s'intitule Delair Clouzot, Suzy Delair, Henri-Georges Clouzot, une actrice, un metteur en scène. Et c'est édité chez Marest, que je salue. Voici la couverture. Alors, celles et ceux qui auront reconnu un extrait du film Quai des Orfèvres, avec Suzy Delair et l'homme au piano, c'est Bernard Blier. Et mais avant de commencer à parler de ce livre assez particulier, juste rappeler quelque chose de très important. Noël vient de m'en parler hors caméra. Le 19 avril, à partir de 18h, la librairie du cinéma de Panthéon, Noël sera là pour parler de ce livre, mais aussi de la sortie DVD. On en avait parlé récemment dans une précédente vidéo de La Tour de Nesle. Le tout sera organisé, pensé, animé. En tout cas, il y aura un dialogue avec Diane Arnaud. Et 2 heures après, vers 20h, ou s'il y a un peu de retard, 20h05, 20h10, il y a la projection du premier long métrage d'Henri-Georges Clouzot, L'assassin habite au 21, avec entre autres Pierre Freinet et surtout Suzy Delair. Et ça sera à la Filmothèque du Quartier Latin. Est-ce que je crois que je n'ai pas fait d'erreur là sur ce coup? Non, il faut préciser que La Tour de Nesle est modestement un film de Bibi. Voilà, oui, j'ai oublié. J'ai oublié. Voilà. Absolument pas à l'immense cinéaste qu'est Henri-Georges Clouzot, mais en même temps, j'aime à tisser des ponts entre mon travail d'historien et mon travail de cinéaste. Parce que si j'ai fait La Tour de Nesle, c'est peut-être en partie parce que j'adore Miquette et sa mère, qui est un merveilleux film de théâtre de Clouzot. Voilà. Alors pour moi, c'était évident quand je disais La Tour de Nesle, parce que comme vous étiez déjà venu, voilà, je me suis dit, pour moi, c'est... Exactement. Donc, vous trouverez bien évidemment tout le descriptif, dans le descriptif de la vidéo, toutes les informations, mais je répéterai tout cela à la fin de l'émission. J'aimerais vraiment que ce soit vous qui nous expliquiez en quoi ce livre est assez particulier. Parce que dans les précédentes émissions, je vous avais déjà présenté, voilà, vous êtes critique du cinéma, historien du cinéma, vous êtes scénariste, acteur, réalisateur, etc., etc. Vous avez beaucoup travaillé, entre autres, sur Henri-Georges Clouzot. C'est l'un des cinéastes, en tout cas, pour lequel vous êtes extrêmement sensible. Vous connaissez très bien ses travaux. Mais ce livre est très particulier. Et j'aimerais que ce soit vous qui nous le présentiez. Il est très particulier aussi parce que c'est la rencontre entre 3 personnes. Alors c'est la rencontre entre 2 personnes que raconte le livre, Delair Clouzot, mais c'est d'abord la rencontre entre 3 personnes, puisque moi j'avais été en effet le commissaire de l'exposition Henri-Georges Clouzot à la Cinémathèque française il y a quelques années. Voilà, et je suis très fier de ce travail et d'avoir remis à l'honneur Clouzot, aussi grâce à Frédéric Bonneau et à la Cinémathèque, et d'abord grâce à Frédéric Bonneau et Serge Toubiana, qui avait le premier eu d'ailleurs l'initiative de ce projet. Bon, donc on a fait une exposition qui était plutôt sur le rapport de Clouzot aux arts plastiques, à l'image, le travail sur le cadre, sur le storyboard. J'avais notamment montré beaucoup de captures d'écran, ça m'avait passionné de montrer des captures d'écran des films de Clouzot, et de montrer que avant même l'enfer, parce qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de l'enfer et de tout ce côté très expérimental du dernier Clouzot, mais j'avais essayé de montrer que dans des films comme Quai des Orfèvres, comme L'assassin habite au 21 ou Corbeau, il y avait déjà ce côté pictural très travaillé, qu'il suffisait de prendre pas n'importe quel plan, mais il suffisait de regarder bien les plans des films de Clouzot pour voir que le peintre, et un peintre presque abstrait, très formaliste en tout cas, était déjà à l'œuvre. Bon, ensuite, j'ai fait à partir de cette exposition une tournée de conférences dans toute la France qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Souvenir écran chez Bartilla. Je ne veux pas dire que Clouzot, enfin, j'admire beaucoup Clouzot, c'est pour moi un des plus grands cinéastes français, sinon un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord et que certains de mes amis des cahiers du cinéma ne partagent pas ce point de vue, mais moi je considère que à cause des gagnés pour Clouzot, enfin, il me paraît complètement absurde de contester son génie, même si il y a des films plus faibles, et même si on peut lui reprocher certaines grosses ficelles dans Les Diaboliques, dans Les Espions, etc. Mais enfin, il a quand même fait 5 ou 6 films qui sont tellement impressionnants que ça peut permettre de pardonner tout le reste.
À partir de là, je suis pas, donc voilà, j'aime pas du tout l'idée de spécialiste. Je suis pas un spécialiste, ça m'intéresse pas du tout de revendiquer cette étiquette. Je suis un amateur et un amoureux d'un certain cinéma, qui est plutôt le cinéma français des années 30 à 60, disons, pour aller vite, et un amoureux de certains cinéastes. Finalement, j'ai des coups de cœur, comme ça, j'ai des coups de foudre pour des gens, pour des auteurs, car je crois aux auteurs, mais je crois aussi que les auteurs a existé, on en a déjà parlé, je crois, cher Samir, bien avant la Nouvelle Vague. Je crois à des auteurs avec qui j'ai un compagnonnage, autant affectif qu'esthétique, et que je défendrai sur mon lit de mort, contre vents et marées. Je suis un vrai cinéphile à l'ancienne, c'est-à-dire que je continuerai jusqu'à mon dernier souffle à défendre René Clair, à défendre Guitry, à défendre Carnet, et à défendre peut-être de préférence ceux qui ne sont pas assez considérés comme des auteurs. Or, je considère Clouzot comme un auteur. Enfin, il me paraît complètement absurde, comme le font certains, disons, cahiéristes un peu dogmatiques, de dénier à Clouzot la qualité d'auteur. Il l'est par tous les pores de sa peau. On ne peut pas être plus auteur que Clouzot. C'est même un auteur malade de son auteurisme, malade de son génie, malade de sa toute-puissance, et qui finit par presque crouler sous le fait d'être auteur. Il est tellement personnel que finalement, il n'arrive plus parce que il veut tellement contrôler son travail, il veut tellement que chaque plan porte sa marque, porte sa patte, qu'il y a un moment où c'est la folie de l'auteur, Clouzot, hein, c'est l'auteur malade de sa maîtrise. Bon, à partir de là, j'ai fait 2 rencontres. D'abord celle de Pierre-Julien Marest, qui est un éditeur génial, unique sur la place de Paris, puisque grâce à Pierre-Julien Marest, nous avons aujourd'hui un catalogue de livres de cinéma qui va des mémoires passionnants de Jacques Aumont jusqu'aux mémoires de Richard Fleischer, va des livres de Luc Chomara qui nous font hurler de rire. Luc Chomara qui définit les films de Romer comme des films porno sans porno. Une merveilleuse définition. C'est très bon. C'est voilà. très bon, ça. Ouais, excellent auteur, en passant par les livres, le livre d'Anthony Collot sur Doyon, qui est un petit opus absolument exquis, qui définit admirablement le travail de Doyon. Voilà. Et je trouve que Pierre Julien, qui est un personnage aux couleurs, est arrivé autour de lui à fédérer toute une équipe d'auteurs qui étaient des gens qui venaient d'horizons divers. Il y a Thierry Jousse qui vient des Cahiers, il y a Jacques Aumont qui est cahiériste sans plus l'être trop et qui a un regard assez ironique sur la période des Cahiers qu'il a connue. Il y a moi-même qui suis plutôt un positiviste renégat, ou en tout cas un petit peu pervers. Bon, voilà. Il y a Michel Simon qui est un positiviste, s'il en est. Ah bah oui. Voilà. Donc, et par sa personnalité, par son côté généreux et chaleureux, Pierre Julien est capable d'accueillir tous ces gens-là dans un grand bouillon de culture, dans une grande marmite de sorcières, et puis ça se mélange, et puis on verra ce qui se passe. Et il se passe des étincelles et des très beaux livres. Voilà, donc je suis très fier d'avoir travaillé sur ce livre avec Pierre Julien. Et je pense que seul Pierre Julien pouvait accueillir ce projet que nous a apporté un jour une deuxième personne, qui est Jacqueline Wilmetz. Jacqueline Wilmetz, qui est la petite fille d'Albert Wilmetz, grand auteur d'opérettes, de lyriques, de comédies musicales ou de scénarios de films, grand ami de Sacha Guitry. Et il se trouve que Jacqueline Wilmetz, qui a été une grande amie de Suzy Delair, qui l'a accompagnée dans les dernières années de sa vie, qui a même été vivre à Roscoff par amour pour Suzy, qui avait ses quartiers à Roscoff, en Bretagne. Jacqueline nous apporte à Pierre Julien et à moi un beau jour de septembre les lettres de Henri-Georges Clouzot à Suzy Delair. Alors je savais qu'elles existaient, ces lettres, mais je les avais jamais vraiment consultées. Je les avais imaginées en visitant Suzy Delair. Je raconterai peut-être ça un peu tout à l'heure. Voilà, j'en avais des échos, mais il a vraiment fallu qu'il y ait cette rencontre avec Jacqueline pour qu'on découvre. C'est pas un document littéraire fulgurant, mais c'est un document sur l'histoire du cinéma, sur l'histoire d'une relation et sur l'histoire du regard d'un metteur en scène sur une actrice. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on critique beaucoup le male gaze en disant oh là là, mon Dieu, il faut pas regarder les femmes d'une certaine façon, etc. Et on a peut-être raison dans une certaine mesure, mais il faut quand même préciser que s'il n'y avait pas des metteurs en scène pour regarder des actrices ou des acteurs,
s'il n'y avait pas aussi des metteurs en scène femmes pour regarder les acteurs, ben, l'acteur n'existerait pas. Il faut qu'il y ait un acteur a besoin d'être regardé, a besoin d'être désiré. Et ce qui est assez fascinant dans le travail de Clouzot avec Suzy Delair, c'est cette manière dont il l'a construite à travers son regard, dont il a fait d'elle une comédienne à travers un regard de cinéaste à la fois génial, fou, complètement obsessionnel, mais elle est née de son regard, elle avait un potentiel qu'il a formidablement développé. Bon, et ces lettres permettent d'éclairer cette dimension d'une manière peut-être parfois un peu indirecte, mais on a comme ça un certain nombre de cailloux blancs qui permettent de comprendre comment il l'a rencontrée, comment il l'a aimée, comment il a voulu en faire d'elle une star, comment il a voulu aussi construire des personnages de cinéma et des dialogues de film à partir de sa personnalité à elle, ce qui est merveilleux. Et ça, moi j'en avais une vague intuition, je me doutais que dans Quai des Orfèvres ou dans L'Assassin Bito 21, les répliques qu'il met dans la bouche de Suzy Delair étaient inspirées de la vraie vie. Hein. Mon biquet, mon minet, si j'avais été la Pompadour, les sans-culottes, ils auraient eu chaud aux fesses. Je ne couche pas avec le pape, enfin des choses comme ça, à la fois très vulgaires et en même temps très marrantes. Et je me disais, mais il y a un truc là, il est probable que bon, c'est le style Clouzot, c'est ce côté très sexuel, très cru, très audacieux du style de scénariste de Clouzot, qui s'affirme dès ses films de la fin des années 30, mais c'est aussi, il y a un truc autobiographique là-dedans, ça vient de sa relation avec Suzy. Et ces lettres nous le confirment. Elles nous confirment à quel point le cinéma de Clouzot est autobiographique, et à quel point il se nourrit de sa relation d'amour avec Suzy Delair pour construire un personnage de cinéma qui va s'appuyer sur toute la fantaisie du personnage pour en faire quelque chose de plus grand que la vie. Voilà, du bigger than life. Je n'oublie pas que parmi celles et ceux qui sont abonnés à cette chaîne, qui regardent de temps en temps des vidéos, il y en a que ça peut aussi arriver, ça peut exister, qu'il y en a qui ne connaissent ni Henri-Georges Clouzot ni Suzy Delair. C'est possible. Et je pense pas que c'est outrecuidant de te demander finalement qui sont Clouzot et Delair. Mais je veux dire, aujourd'hui en 2022, comment on pourrait les présenter, ces deux monstres me concernant du cinéma français, du cinéma mondial même? Alors, Suzy Delair, c'est en 1940, enfin en 1938, disons, quand elle rencontre Clouzot, c'est ce que je raconte un peu dans ma préface, puisque à partir donc de cette rencontre avec Jacqueline Wilmetz, on a fait un livre qui s'est fait assez vite finalement, hein, puisque bon, on a, disons, prémédité le livre en septembre et il sort en avril. Suzy Delair, c'est ce qu'on appelait une oseille, c'est-à-dire une petite femme de revue, légère et court-vêtue, et qui chante avec une voix un peu aiguë, dans le style Arletty, si l'on veut. Hein. Il y a ce mot que je cite, très amusant, de Louis Jouvet, qui, la première fois qu'il rencontre Suzy, lui dit « Toi, tu es une cassive ». Bon, c'est parce qu'il y avait à cette époque la notion d'emploi. Il y avait des emplois. Bon. Cassive, c'était, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et je pense qu'ils sont nombreux, la créatrice de La Dame de Fée Maxime de Georges Feydeau, c'était l'égérie de Feydeau. Donc c'était cet emploi de la petite femme rigolote qu'on avait vue dans des pièces de boulevard et qu'on retrouvait au music hall. Suzy faisait un peu les pannes, faisait un peu les deuxièmes parties de soirée dans des revues dont la tête d'affiche était Marie Dubas ou Mistinguett. Et c'est là que la rencontre Clouzot en 1938, il tombe fou amoureux d'elle. En même temps, il y a un truc très curieux, c'est que la première chose qu'il fait, c'est l'emmener dans un cabaret de lesbiennes pour lui faire écouter des chanteuses style Suzy Solidor, parce qu'à l'époque, c'était la mode. Et il était assez fasciné par ce genre de personnage. Et d'ailleurs, ça va rebondir dans Quai des Orfèvres, avec le personnage très ambigu joué par Simone Renan. Dora Monnier, inspirée d'ailleurs en partie de la Dora Maar de Picasso. Et puis, bon, à partir de ça, une relation se noue, une relation qui n'est pas sans orage, parce que Suzy était, il faut bien le dire, quelqu'un de pas facile à gérer. Je pense que tous ceux qui l'ont approchée s'en souviennent. Elle était colérique, elle était tempétueuse, elle aimait mettre les pieds dans le plat, elle avait un esprit de contradiction chevillée au corps. Donc, ça fait des étincelles, pour le coup, des étincelles qui sont pas forcément artistiques, qui sont plutôt hystériques, mais hystériques des deux côtés, hein, parce que Clouzot lui-même est un personnage très angoissé, très torturé, qui sort de sanatorium où il a passé plusieurs années pour tuberculose,
qui a bouffé de la vache enragée, qui a beaucoup de mal à s'imposer, en fait. Donc c'est très intéressant parce que Clouzot est assez représentatif de cette génération d'auteurs qui arrivent au cinéma grâce à l'occupation, avec une sorte de, qui s'engouffre dans un trou de souris laissé vacant par le départ des aînés, hein, tous les cinéastes de la génération précédente qui sont partis aux États-Unis. Et Clouzot fait partie de ces hommes à tout faire du cinéma des années 30, qui rongent leurs freins en attendant leur heure, qui font du rempaillage de scénarios, qui font de l'assistanat, qui supervisent des doubles versions, et qui n'ont qu'une envie, c'est de passer à la réalisation. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment souffert, à la fois pour des raisons, qui a souffert dans son corps, et qui a souffert dans son ambition, frustré, humilié pendant des années. Et ça peut expliquer, ça ne peut pas forcément justifier, ni excuser, mais ça peut expliquer pourquoi, en 1941, quand Alfred Greven, qui est le patron de la Continentale, une société allemande installée à Paris pour réguler un peu la production française et pour attirer à elle la majorité des films, mis en place donc par Goebbels et par les autorités d'occupation, Clouzot, qui n'était pas du tout un collaborateur, qui n'était pas un homme voilà, du tout ni antisémite ni quoi que ce soit, qui avait été horrifié par ce qu'il avait entreaperçu du nazisme lors de son séjour en Allemagne dans les années 30, va accepter quand même de travailler pour la Continentale et va être le directeur du département scénario de la Continentale, où il va travailler à un certain nombre de projets qui vont se réaliser dans ce cadre. Voilà, donc c'est une ambiance, c'est à la fois une atmosphère très particulière, une atmosphère politique très tendue, et ce sont deux personnalités hautement, je dirais, écorchées vives. Ce sont deux écorchés vifs qui se rencontrent et qui vont essayer, à la faveur des événements, non sans opportunisme, de s'imposer. Et surtout, l'aspect le plus intéressant, c'est que, bon, c'est pas le sujet du livre, c'est pas tellement le fait que Clouzot s'impose en tant que cinéaste, même si ça apparaît en filigrane, mais c'est surtout le fait que Clouzot veut imposer Suzy Delair. Elle n'est rien du tout, elle est vraiment, comme je vous l'ai dit, une petite osaïe de revue, et il va arriver à l'imposer à Alfred Greven, et elle a 25 ans à ce moment-là, et il va lui dire, c'est Suzy qu'il faut pour des premiers rôles dans des films continentaux. Ce sera donc le premier rôle dans Le Dernier des Six, un film réalisé par Georges Lacombe, dont Clouzot était le scénariste, et où Delair, on peut le dire, casse la baraque. Elle casse la baraque, parce qu'elle apporte une liberté de jeu, une fantaisie, un côté sexuel, un côté naturel, qui était inouï à l'époque. Je reviens toujours à mon idée que la nouvelle vague n'a pas attendu la nouvelle vague pour s'exprimer. Si vous regardez tout le cinéma des années 30 et 40, il y a des poches de nouvelle vague, il y a des poches de liberté qui apparaissent en mains endroits, y compris dans les films tournés pendant l'occupation. Il n'y a pas, comme le croient des cahiéristes naïfs, le cinéma d'avant qui était ringard, et puis le cinéma de la nouvelle vague qui est moderne. La modernité de Suzy Delair, elle éclate dans Le Dernier des Six, comme elle éclatera dans L'Assassin Vito 21 ou dans Quai des Orfèvres. Voilà, par quelque chose de très physique dans son jeu, par un irrespect, par une liberté de ton, et par le fait aussi, par le mélange des registres, parce que elle importe dans ce cinéma continental, qui est un cinéma assez corseté, elle importe le côté chanté. Alors vous me direz, bon, il y avait des actrices qui chantaient dans les films continentaux, il y avait Danielle Darieux, par exemple, dans Le Premier Rendez-vous d'Henri Decoing, c'était un peu un Pontosane du cinéma de l'époque, mais Suzy Delair apporte une incarnation de la chanson très particulière, un mélange entre la fiction et la chanson. Dans Le Dernier des Six, par exemple, elle chante une sorte de parodie de chanson réaliste qui s'appelle Par la fenêtre, qui est très amusante. On retrouvera ça ensuite dans L'Assassin Vito 21, où la chanson n'est plus simplement une sorte de chose un peu plaquée parce qu'il fallait des chansons dans les films, mais quelque chose qui est en lien profond avec la fiction et qui fait avancer le récit. Et ça, bon, évidemment, c'est Clouzot qui l'apporte, mais s'il le fait, c'est aussi parce qu'il veut servir sa partenaire, sa maîtresse, et il veut lui donner il veut montrer, disons, l'éventail de ses talents, non seulement d'actrice, mais aussi de chanteuse. Et puis il y a surtout le tralala dans Quai des Orfèvres,
Ah, je suis désolé, quand on parle de Quai des Orfèvres, il y a deux, trois aspects, et il y a surtout ce moment assez important. Vous savez mais moi, je suis très frustré quand j'ai terminé, quand j'ai fini de lire de découvrir ces lettres, il y avait quelque chose de très frustrant. Je suis même persuadé que vous pourrez comprendre ce que je vais dire. Ce qui est frustrant, c'est le contre-champ, parce qu'on a le champ, on a les lettres d'Henri-Georges Clouzot, mais on n'a pas et il manque toujours les réponses. Et d'ailleurs, on est un peu à la place de Clouzot qui n'arrête pas de dire dans ses lettres pourquoi tu m'écris pas, pourquoi tu mets du temps à m'écrire, pourquoi cette absence, que se passe-t-il? Et il y a des moments, j'ai envie de lire les réponses ou les questions de Suzy Delair. Et est-ce que ça, je pense que vous l'imaginiez quand vous vous êtes lancé dans ce projet, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, c'est les lettres quoi, de Suzy Delair. Oui, tout à fait. Alors, je cite quand même à un moment, en note en bas de page, une lettre de Suzy qu'on a pu retrouver. Est-ce qu'elle lui a écrit autant de lettres qu'il lui en a écrit? J'en sais rien. Là, parce que dans le livre, là, nous avons une quarantaine de lettres. Bon, voilà, c'est vrai que ça manque. En même temps, je dirais que le propos n'est pas forcément d'être là à nous montrer les secrets d'alcôve des gens de cinéma des années 40. C'est peut-être de montrer à travers ces lettres de Clouzot, parce que c'est ça, moi c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas là pour faire du Sainte-Beuve et pour aller regarder par le trou de la serrure ce qui s'est passé entre eux. Ce qui est intéressant, c'est comment, à travers son regard amoureux sur elle, son regard de désir, son regard de frustration et de sublimation, il construit un personnage de cinéma. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a vraiment des moments où on voit apparaître dans les lettres des prémices des films qu'il va écrire pour elle. Notamment, il y a des orfèvres, il y a toute une lettre que je crois tu as remarqué, cher Samir, mais tu peux peut-être nous la lire, où Clouzot exprime une jalousie obsessionnelle vis-à-vis de Suzy, qui annonce le personnage de Maurice Martineau, alias Bernard Blier, dans Quai des Orfèvres. Exactement. Bah, écoute, je préfère que ça soit vous qui la lisiez. Moi, je pensais, c'était la lettre de la page 50, le Paris, fin 39, où ça commence par dimanche 9h du soir. Et quand j'ai découvert cette lettre, je me suis dit, mais c'est incroyable. On a le scénario, enfin, on a les bribes d'un scénario qui s'appellera Quai des Orfèvres. Alors, je vais la lire, oui. Dimanche 9h du soir, enfin, peut-être pas en entier. Dimanche 9h du soir, mon amour, ta grand-mère en partant m'a laissé seul dans l'appartement. Seul avec l'écho lointain de ta voix qui me résonne encore dans l'oreille. Je me suis couché en face d'un feu de bois, dont la vie et le parfum ne suffisent pas à me rendre la gaieté. Vois-tu, ma big chérie, rien ne m'aurait rendu plus heureux que ton triomphe, s'il n'était dû qu'à ton talent. Mais je crains que parmi la brassée d'hommages qu'on jette à tes pieds, la plupart ne s'adresse plus à la femme qu'à l'artiste. Je t'aime trop pour ne pas en souffrir. Dans ce chagrin, il y a d'abord un peu de jalousie, pourquoi mentir? Oh, je sais que je peux avoir confiance en toi, qu'il n'y a pas grand mal à accepter des fleurs, un dîner, voire un sac en peau de crocodile. Je sais que tu n'as aucune arrière-pensée, mais pourrais-tu de bonne foi me répondre des intentions du monsieur qui t'invite? Sais-tu ce qui se passe dans sa tête et ailleurs? Même s'il ne te fait pas la cour ouvertement, crois-tu que j'ignore le ton léger mais vaguement trouble de ses conversations? Imagine-moi à sa place et Marie-Josée, alors Marie-Josée, qui allait devenir une chanteuse célèbre, avait été croisée par Clouzot sur le tournage du Révolté de Léon Matteau, dont il était le scénariste. Et Marie-Josée, par exemple, à la tienne. Imagine qu'en allant tourner de l'extérieur, je l'ai rencontrée à Toulon et invitée. Serais-tu heureuse de me voir dîner en tête-à-tête avec une jolie fille? Mais il n'y a pas que cette vague jalousie qui me peine. Je te considère, mon amour, non seulement comme ma femme, mais aussi comme ma petite fille, mon enfant chéri. Eh bien, toute mon affection, toute ma tendresse vigilante s'alarme pour toi. Si tu te laisses griser par les louanges, les cadeaux, les flatteries, peut-être feras-tu une carrière brillante, mais même si tu ne compromets pas le succès, ce qui peut hélas t'arriver, tu risques de perdre ce qu'il y a de meilleur en toi, ton cœur, qui s'éparpillera, se desséchera. En 6 mois, tu as fait des progrès foudroyants, tu peux tout espérer. Si tu acceptes de te laisser guider docilement. Malheureusement, la docilité n'est pas ta qualité majeure. Chaque jour, je te sens plus rétif, comme si j'avais un autre but que ton bonheur. Tu as voulu être aimé pour de bon, gravement, et déjà cette gravité te pèse. Si ton étoile continue à monter, comme je l'espère profondément, tu seras de plus en plus sollicité, entouré, adulé. Je crains qu'alors mes sermons, mes gronderies ne t'exaspèrent de plus en plus, et que tu finisses par me considérer comme une espèce de parent
grognon et tyrannique. J'étais très amoureux ce soir en te téléphonant. Tu m'as répondu à peu près comme si j'avais été ton impresario ou un vieil ami. Comme ta voix et tes mots étaient différents de ceux que j'entendais de Toulon au mois d'août dernier. Et cette belle flambée commence à baisser dans ton cœur. J'aime mieux le savoir tout de suite. Il vaut mieux tuer notre amour que le laisser agoniser pitoyablement. Pour moi, je ne t'ai jamais tant aimé ni tant désiré, mais j'ai peur. Et en marge, ce qui est vraiment très beau, très proustien en fait, 2 heures du matin. Je suis couché sur le côté en regardant la fenêtre. Je ne peux pas dormir. Il me semblait qu'en me retournant, j'allais te voir en demi-cercle, gonflant les draps avec ta tignasse qui dépasse seule les couvertures. J'aime tellement te regarder dormir. Je me dis, elle est vivante, elle est près de moi, à l'abri, paisible, confiante. Et je ne t'embrasse pas pour ne pas te réveiller. Mais en dehors du fait que cette lettre, personnellement, je la trouve bouleversante, il y a quelque chose que je voulais voir avec vous, c'est dans sa manière qu'il a aussi de lui écrire. Je veux dire, ce sont des lettres extrêmement enflammées, des lettres passionnées et passionnantes, mais on est en face d'un cinéaste en devenir en tout cas. On connaît, on sait ce qui s'est. En lisant ces lettres, nous, on a une longueur d'avance, c'est qu'on a vu les films qu'il va faire. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que dans les films qu'il a fait, lorsqu'il questionne les rapports amoureux, j'ai pas cette impression de retrouver dans ces films le Clouseau que je lis, amoureux, avec des lettres incroyables, parfois même très érotiques, très pornographiques. Il y a une lettre extrêmement, assez impressionnante. C'est vraiment, je l'ai lu même 2 fois pour être sûr de ce que... Voilà, je l'ai lu 2 fois pour être sûr de ce que j'avais compris, et j'avais compris d'ailleurs. Mais je veux dire, voilà, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, peut-être, parce que vous connaissez très bien la filmographie de Clouseau, mais j'ai pas l'impression, dans ce que j'ai pu voir de Clouseau, cinéaste dans ses films, lorsqu'il questionne les rapports amoureux, je vois un autre Clouseau dans ces lettres. Ah, je suis pas d'accord, parce que tout ça, ça va rebondir dans l'enfer. Dans l'enfer, où tout d'un coup, c'est ce thème de la jalousie. Enfin, disons que Clouseau, c'est quelqu'un qui aime se cogner, qui aime tout d'un coup se cogner à une femme, ou à un homme d'ailleurs, mais enfin en l'occurrence, bon, il s'agit plutôt de sa vie amoureuse, il était plutôt hétérosexuel, mais à quelqu'un dont le mystère lui échappe. Il a une volonté pas simplement de saisir le corps, mais de saisir l'âme. Il y a quelque chose de chrétien chez lui aussi. Et il veut, ce que je dis dans ma préface, il veut voir à travers le corps ce que l'acteur lui cache. Et je pense qu'il y a vraiment chez lui cette volonté de saisir l'âme du comédien au-delà du corps. C'est pas simplement sexuel, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça, de presque métaphysique. Et on va retrouver ça dans l'enfer avec Romy Schneider, pour qui il avait un désir, on le sait maintenant, hein, et autour de laquelle il a construit le film. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la saisie d'une sorte d'essence de l'individu, quelque chose de, oui, enfin, on peut appeler ça l'âme si on est chrétien. Clouseau était traversé par ces questions, même s'il était, je pense, plutôt agnostique, mais il y avait chez lui une volonté de voir au-delà du corps et de saisir une intériorité de l'être qui lui était toujours refusée. Et c'est un cinéaste naturaliste, c'est un cinéaste cynique, c'est un cinéaste nihiliste à bien des égards, comme le sont les gens de sa génération, comme Duvivier, comme bien d'autres, comme Decoing, etc. Mais il transcende cette dimension par une volonté au-delà des apparences de découvrir quelque chose qui justement ne serait pas réductible aux apparences. Il y a une sorte de, comment dire, enfin, je dirais chez lui, il y a une sorte de volonté de dépassement du visible. Hein. C'est un cinéaste du visible. C'est quelqu'un qui croit qu'on peut enfermer la réalité dans le cinéma à travers des storyboards, à travers une direction d'acteur très précise, à travers un travail extrêmement détaillé avec son chef opérateur, avec son décorateur, etc. Et en même temps, il cherche quelque chose qui déborde cette dimension.
et qui serait de l'ordre, oui, d'une intériorité inexprimable par le regard. Alors bon, je dis intériorité parce que je pense qu'il reste quand même prisonnier ou tributaire d'une certaine culture catholique. Alors il va croire aller vers l'abstraction. À mon avis, il se trompe en faisant ça, avec le mystère Picasso et surtout avec l'enfer. Mais je pense que c'est un peu le problème de Clouzot, au fond, c'est qu'il va chercher à travers des recherches expérimentales et des recherches formelles quelque chose qui, pour un homme de culture catholique comme lui, est plutôt de l'ordre de l'intériorité. Il y a une contradiction là-dedans, parce que je ne crois pas du tout que cette peinture abstraite à laquelle il va s'intéresser dans les années 50 ou 60 soit en quête d'intériorité, mais il va chercher à se renouveler à travers ça, et il va finir par s'y perdre, parce qu'il n'avait peut-être pas les outils théoriques pour ça, ou parce que voilà, c'était une quête peut-être un peu folle, et peut-être aussi parce qu'il était prisonnier d'une certaine tradition naturaliste qui avait marqué ses débuts de cinéaste. Mais il me semble que déjà, avec Suzy, dans ses lettres à Suzy, on voit apparaître cette espèce de volonté de saisir quelque chose d'elle qui n'est pas simplement son corps, sinon ce ne serait pas très intéressant, qui est voilà, une espèce d'être profond, et puis elle se dérobe, bon, parce que c'est dans le programme de ce genre de situation, et aussi parce que leur relation était compliquée. Alors je ne le dis pas vraiment clairement dans le texte de présentation du livre, je pense qu'elle n'était pas tellement amoureuse de lui, beaucoup moins que lui ne l'était d'elle. Elle était ambitieuse. Je ne dirais pas qu'elle s'est mise avec lui par ambition, mais elle était certainement beaucoup moins amoureuse de lui qu'il ne l'était d'elle. Donc, il y a là donc une espèce de décalage proustien. Ça nous ramène à La prisonnière de Proust, par rapport à ce texte magnifique cette lettre magnifique qu'on vient de lire. Hein, il la regarde dormir, comme le narrateur proustien regarde dormir Albertine, et il y a quelque chose qui échappe. Mais voilà, en même temps, je pense que, enfin, il n'y a pas eu de. Est-ce que c'était pas ça qu'il cherchait aussi? C'est-à-dire que il a peut-être été moins heureux en tant que cinéaste avec des femmes qui étaient plus soumises. Ce qui lui plaisait chez Suzy, et c'est ce que je développe dans ma préface, c'est qu'elle lui résistait, c'est qu'elle lui échappait. Ensuite, il y aura Vera, bon, c'est moins intéressant, hein, parce que Vera va essayer de faire ce qu'il lui demande, sans être absolument une comédienne. Voilà, ils vont tous les deux s'y casser les dents, alors qu'avec Suzy, il y a vraiment une tension, une lutte, et ça produit des chefs-d'œuvre, et ça produit une espèce de tension dialectique entre lui qui est dans une volonté de puissance complètement délirante, de plus en plus délirante, et elle qui en a marre et qui a envie de s'amuser, qui n'a pas forcément envie de rentrer dans le rôle qu'il lui assigne. C'est d'autant plus frappant dans Quai des Orfèvres. Dans Quai des Orfèvres, il essaye, je le montre là aussi dans la préface, il essaye de lui faire rejouer de manière fétichiste la femme qu'elle était lorsqu'ils se sont rencontrés. Donc il y a vraiment un côté complètement, c'est presque Vertigo. Il lui demande de porter une robe de gourgandine avec ce fameux tralala. Il lui demande de chanter une chanson. Il lui demande d'être exactement la femme qu'elle était en 1938 lorsqu'ils se sont rencontrés à cette fameuse revue de l'ABC avec Mistinguett. Et elle n'a pas envie. Elle a envie d'être reconnue comme une vraie comédienne. Elle a envie d'être, voilà, elle en a marre qu'on lui fasse éternellement jouer ce rôle d'oseille des années 30. Et il y a une manière dans Quai des Orfèvres de reconstituer de manière complètement obsessionnelle le climat qui était celui de leur jeunesse, 10 ans avant, et le climat qui était celui de leur rencontre. Elle, voilà, elle voudrait faire autre chose, elle voudrait partir ailleurs. Lui, il voudrait continuer comme ça. Et il me semble que cette tension entre deux volontés antagonistes fait partie de la poésie de Quai des Orfèvres. Hein, voilà, parce qu'il y a quelque chose, tout d'un coup, ça crée du vivant. Ça crée du vivant. Ça crée du vivant, comment dire, au-delà de ce que, comment dire, ça permet de déborder tout ce qu'il peut y avoir chez Clouzot
de figé, de dominateur, de tyrannique, et ça permet tout d'un coup, voilà, de créer quelque chose qui échappe à l'empire de l'obsession. Je pense que finalement, c'est une question qu'on pourrait se poser. Il me semble que tout grand créateur est pris dans un piège. C'est-à-dire que tout grand créateur est un obsessionnel. Il a comme ça un certain nombre de marottes, il veut répéter des scènes primitives, il veut répéter des schémas, il veut répéter des obsessions. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive à lui faire, enfin, il est quand même un grand créateur, c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'ouvrir à une rencontre qui va lui permettre d'échapper malgré tout à ça et de faire un pas de côté ou de déplacer le centre de gravité. Et c'est dans l'échappement au piège, me semble-t-il, que se réalise l'œuvre artistique. J'ai toujours été frappé par ça. C'est-à-dire quelqu'un qui se contenterait de ressasser son piège, sous-entendu sa névrose, bon, ben, ce serait un névrosé qui fait des films. Il faut, pour que ça aille plus loin, qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait quelque chose qui déplace un peu le centre de gravité de l'obsession. Et dans le cas de Clouzot, il me semble que c'est Suzy Delair qui a joué ce rôle plus que quiconque, en fait. Il y a aussi, ça effectivement, on le comprend, et d'ailleurs ce qui est assez amusant, je pense, c'est, après avoir lu le livre, c'est de voir aussi les films de Clouzot après la séparation d'Avec Delair. Parce que ce que j'ai oublié de dire, et c'est important, c'est que le livre, en fait, pose, enfin, la relation Delair-Clouzot, on comprend qu'elle a duré 11 ans, c'est dit, il le dit d'ailleurs à un moment lui-même, Clouzot, donc ça reprend un peu cette période-là. Mais il y a aussi quelque chose que vous avez évoqué au début de cette émission, et qui, à mon avis, est importante, et je pense qu'on terminera là-dessus, et qui est aussi fondamentale, c'est que, bon, cette histoire se déroule quand même pendant une période très importante de l'histoire de France, qui est la Seconde Guerre mondiale, qui est l'occupation, et dans les lettres qu'on peut lire, comment dire, eh ben, on voit un Clouzot qui travaille, on comprend que Suzy Delair travaille aussi, la guerre est là, l'occupation est là, c'est un décor, mais sauf erreur de ma part, il en parle pas souvent, frontalement. Il parle beaucoup plus de son taf, mais aussi essaye de comprendre. Il suit aussi l'évolution de Delair dans son travail. Ça l'importe, c'est important pour lui. Vous l'avez dit. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant finalement de voir que, non pas qu'il soit passé à côté d'histoire, c'est pas ça que je dis, mais c'est très intéressant, et c'est ce qui lui a été ensuite reproché. Alors, Suzy Delair, n'en parlons même pas, mais voilà, je veux dire, et quand on sait tout ça, et quand on lit ces lettres, on se dit, mais je vous avouerai qu'il y a eu un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il est au courant qu'il se passe des choses autour de lui? Et en même temps, il travaille. Et ça, c'est très bien dit, c'est très bien documenté, on comprend plein de choses. Mais c'est toujours très surprenant. Oui, parce que Clouzot faisait partie de ces gens qui étaient hélas la majorité en France à ce moment-là et qui s'occupaient surtout de survivre et voilà, de mener leur barque sans forcément se soucier de ce qui se passait autour. Bon, dans le cas je serais un peu plus sévère avec Suzy Delair, parce que Suzy Delair a eu la mauvaise idée de participer à un voyage en Allemagne, un voyage promotionnel pour la Continentale, avec René Dary, Albert Préjean, Viviane Romance et Daniel Darieux. Bon, je pense que voilà, elle n'a sans doute pas perçu les enjeux de cette participation. Il est probable qu'à l'époque, Clouzot a dû lui dire « Fais attention, ma chérie, c'est pas une bonne idée ». Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que dans les lettres que nous a transmises Jacqueline Wilmette, il y ait quelques lacunes, quelques lettres qui ont disparu parce que Suzy n'avait pas forcément envie qu'elles restent, etc. Enfin bon, voilà, je ne garantis pas que nous ayons là l'intégralité des lettres. Et aussi, c'est aussi ce côté lacunaire qui rend un ouvrage comme celui-ci intéressant. Bon, maintenant, voilà, moi, j'ai pas de jugement moral.
Mais je pense qu'un historien ne doit aux morts que la vérité et qu'il ne faut pas non plus cacher ce qu'il y a pu y avoir de compromission ou de lâcheté dans l'attitude de Clouzot et de Suzy Delair pendant l'occupation, qui n'ont pas été des foudres de guerre, je le dis dans ma préface, qui n'ont pas été des héros, et qui se sont accommodés des circonstances parce que ces circonstances, comme je le disais tout à l'heure, leur permettaient de débuter. Ça a permis à Suzy de faire ses grands débuts en tant qu'actrice, ça a permis à Henri Georges de passer derrière la caméra. Bon, et il faut bien voir qu'en effet, la période de l'occupation a permis à des gens comme Clouzot, comme Caillatte, comme Bresson, comme Becker, comme Autant-Lara, de devenir réalisateurs à part entière, quelles que fussent les circonstances. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il en reste dans les films, parce que Clouzot, évidemment que je ne ferai jamais de Clouzot un cinéaste résistant, et encore moins Suzy, mais dans les films, il y a un discours sur l'époque, en tout cas un discours implicite, et il y a une manière de mettre en scène l'inconscient collectif de l'occupation qui est très très forte quand même. Dans l'Assassin Mytho 21, dans Le Corbeau, ce sont des films qui disent, déjà l'Assassin Mytho 21, ah, d'accord, qui dit quand même un monde peuplé d'assassins, un monde voilà, où à chaque coin de rue peuvent se révéler des crimes, un monde où on peut se fier à personne, etc. Clouzot est peut-être pas un grand résistant, mais c'est quand même le meilleur témoin de l'extraordinaire violence et de l'extraordinaire cruauté de cette période de l'occupation à travers l'Assassin Mytho 21, et évidemment encore plus à travers Le Corbeau, ou à travers une histoire de lettres anonymes. D'ailleurs, le film s'appelait d'abord Lettres anonymes, puis Maladie contagieuse. Il va indirectement, pas dénoncer, mais mettre en scène ces tombereaux de lettres anonymes qui arrivaient sur les bureaux de la Gestapo pour dénoncer des juifs et des gens dont les gens voulaient se débarrasser parce que, évidemment, ça leur permettait de récupérer une loge de concierge, un appartement, en disant à la Gestapo, vous savez, monsieur machin, il est israélite, etc. Bon. Donc, Le Corbeau, de ce point de vue-là, est un film absolument génial, inouï, et qui, on peut tout dire de Clouzot, mais enfin, avoir fait un film comme ça dans le cadre de la Continentale, c'est quelque chose de fou et de génial. Mais même dans Quai des Orfèvres, donc j'essaie de le montrer à travers mon texte, dans Quai des Orfèvres, il va revenir sur cette période de l'occupation. Alors effectivement, il fait un film qui a l'air modeste, avec, on retourne au musical des années 30, on fait comme si rien ne s'était passé, on fait comme si on pouvait redevenir innocent comme avant, on fait comme si Suzy était encore une petite chanteuse mignonne et gentille. Mais à l'intérieur de ce film, il va à la fois installer le thème de la jalousie, on l'a vu tout à l'heure, qui est un thème très personnel, avec ce personnage de Bernard Blier, on dit à un moment, c'est un fils de bourgeois, il voit le mal partout, c'est une sorte de double d'avatar de Clouzot. Donc il y a toute cette déclinaison du thème de la jalousie qui est pour lui centrale, mais aussi la culpabilité qui est associée à cette période de l'occupation. Et il me semble qu'il y a bien des choses à dire sur ce film qui n'ont pas forcément été dites jusqu'ici, sur le personnage joué par Charles Dulin, qui est une sorte de producteur un peu, disons, un peu trouble, qui fait photographier des jeunes filles nues, etc. Et avec lequel la petite chanteuse de Beuglan, jouée par Suzy Delair, est prête à pactiser, aux grandes dames de son mari, qui est très jaloux d'elle. Donc il y a ce pacte avec le diable, cette tentation d'aller travailler avec quelqu'un de trouble pour arriver, cette envie d'arriver à tout prix, qui est au cœur de Quai des Orfèvres aussi, hein, ce sentiment d'avoir quand même, pour faire du cinéma, assumé une culpabilité dont on se remettra jamais. Et Quai des Orfèvres, me semble, il parle de ça en grande partie. Il y a une opposition entre le monde du musical, le monde du théâtre, qui est le monde d'avant, le monde innocent, le monde des années 30, où on chantait dans des opérettes en se souciant de rien. Et voilà, c'était la France des années 30 qui était finalement inconsciente du danger. Et puis, il y a le cinéma, pour faire du cinéma, c'est-à-dire pour passer à un stade supérieur, pour aller aussi vers quelque chose de plus moderne,
beaucoup plus fort. Clouzot en avait marre de faire des opérettes. Il avait écrit des opérettes. Il avait connu tout ce monde du musical. Il avait été parolier pour René Dorin. Il avait travaillé avec Maurice Yvain, tout ça. Mais il en avait marre. Il avait envie de devenir un homme de cinéma parce que c'était ça qui était dans l'air du temps et ça lui paraissait beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus intéressant. Et pour arriver à cette consécration, eh ben, il faut passer à ce moment-là, en 1941, l'interlocuteur, c'est Alfred Greven et c'est la Continentale. Et Quai des Orfèvres raconte ça, bah oui, on a dû en passer par là. Il le raconte de manière métaphorique, mais le film met en scène cette espèce de culpabilité inextricable de gens qui ont dû survivre bon gré mal gré, parce qu'ils étaient tous les deux ambitieux au gré des circonstances, et qui font pas forcément un plaidoyer, mais essayent de survivre à cette infamie, parce que malgré tout, travailler pour Alfred Greven en 1941, c'était quand même pas très cool, quoi. Et c'était, comme tu le dis très bien, ignorer tout ce qui pouvait se passer à côté. On n'a pas tout dit, il faut vraiment lire les lettres de Clouzot adressées à Suzy Delair, c'est assez incroyable. Allez, avant de vous laisser, il y en a une qui, à mon avis, enfin pour moi, c'est qui est passée à la postérité, je pense, parce que j'ai vu sur Facebook Jacomon, je crois, qui avait partagé cette lettre-là, qui est extraordinaire, qui est très très courte. Pour le coup, c'est page 31, c'est Hôtel de la Rade, Toulon, juillet 1938, avec un point d'interrogation. Il faut quand même préciser que la méticulosité que vous avez affichée dans la retranscription de ces lettres, par rapport aux ponctuations, voilà, il y a vraiment un travail assez méticuleux et je voulais quand même le signaler. Oui, c'est pas évident, hein. Je dois le préciser. C'est pas évident. Les lettres ne sont pas datées. Elles sont souvent pas ponctuées, donc il fallait. Et puis souvent c'est pas facile d'arriver à dater les lettres parce que bon, ça a été. Donc j'ai dû essayer de reconstituer un puzzle et ça m'a demandé beaucoup de travail. Je voulais quand même le signaler parce que c'est assez important. Hôtel de la Rade, Toulon, juillet 1938. Vous mettez un point d'interrogation. Henri-Georges écrit: Mon chéri, je t'aime et tu me manques dur. Dur qui est surligné. Je donnerais cher pour un petit moment, comme on dit dans les maisons distinguées, signé Henri-Georges. Tu n'écris guère, j'ai attendu ton coup de téléphone ce matin jusqu'à 9h, rien. Parce que enfin, il y a des images en tout cas, on se fait des images. Alors elle est intéressante cette lettre parce qu'elle annonce, excusez-moi, elle annonce Manon. Hein. Il faut savoir qu'après Quai des Orfèvres, Clouzot va réaliser Manon, qui est un film, une adaptation moderne du roman de l'abbé Prévost, et qu'il destinait, semble-t-il, dans un premier temps à Suzy, ce qui me paraît un peu étonnant d'ailleurs, parce qu'elle avait un peu passé l'âge du rôle, mais enfin bon, c'est possible, c'est peut-être ce qu'elle a voulu faire croire par la suite, mais en tout cas, Manon est un film intéressant, parce que qui met en scène leur relation orageuse, justement, comment aimer une femme qui se compromet, alors qu'on est soi-même un peu compromis, finalement, hein, alors qu'on est soi-même pas forcément bien placé pour lui donner des leçons de morale. C'est le thème de Quai des Orfèvres, mais ça va être aussi le thème de Manon. Et puis, il y a ce thème du bordel, hein, les maisons, les fameuses maisons, avec tout d'un coup Michel Auclair qui va retrouver Cécile Aubry dans la petite Manon, dans un bordel où elle se commet pour arrondir ses fins de mois. Donc, il y a toujours ce thème un peu de l'homme jaloux qui à la fois prétend juger la femme qui se dérobe à lui et qui en même temps n'est pas forcément bien placée pour le faire. Et évidemment, il y a la fameuse réplique de Gabriel Dorzia, tenancière de bordel, dans le film Manon, qui dit, voilà, qui comprend pas comment on a pu laisser rentrer le mari jaloux ou l'amant jaloux, qui dit « Merde alors, quel bordel !» C'est édité chez Marest Éditeur, Noël Herp avec Jacqueline Villemets, ça vous le précisez, c'est Delair Clouzot. Dans le descriptif, il y a un lien qui envoie directement, bien évidemment, pour vous procurer le livre. Et je rappelle, donc le 19 avril, à partir de 18h, librairie du cinéma de Panthéon, Noël Herp sera en compagnie de Diane Arnaud pour un dialogue autour de la sortie du film de Noël Herp, La Tour de Nesle en DVD, mais aussi bien évidemment de ce livre. Et 2 heures après, à partir de 20h, à la Filmothèque du Quartier Latin, projection du film L'Assassin au 8 au 21. C'est le premier long métrage officiel en tout cas, mais le premier long métrage de Henri-Georges Clouzot. Merci beaucoup, en tout cas Noël, de toujours nous consacrer du temps pour parler de cinéma. Et en tout cas, c'était un plaisir. Merci.
À très vite, générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle,